La giclette est là, on l'attendait. 5, 10, 15 mètres. File. Qu'est-ce que tu nous fais là? Le plus beau cocorico de Remco. C'est 100 fois, c'est 1000 fois, c'est 11 millions de fois vérité. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Passe-moi le bike, votre podcast 100% vélo, un podcast aujourd'hui qui prend le goût de la pizza que Théo nous a mis au milieu de la table. C'est pas pour faire cliché, c'est la réalité. Un podcast aujourd'hui principalement tourné sur le premier grand tour de la saison, le Giro, et pour en parler avec moi comme toujours, mes trois amis préférés. Salut Émile. Salut Simon. Salut Max. Salut. Et salut Capou qui est là. Salut Capou. Allez, salut Théo. Hola, ¿qué tal? Alors les gars, déjà 4e épisode de votre podcast, et comme on l'a dit, un podcast qui va faire la part belle au Giro, un Giro comme on l'aime, hein, avec des étapes longues et usantes, déjà pas mal de chutes, et la montagne qui est arrivée relativement tôt, mais surtout un Giro qui pour le coup met pas mal les sprinteurs en avant. Max, qu'est-ce que tu en penses de ce début de Giro et surtout des sprinteurs? C'est vrai que la première étape un peu décevante, hein, avec Magnier qui l'a remporté, qui a pris ce maillot rose directement. On aurait bien voulu voir tous les favoris du sprint à armes égales. On a quand même eu 2 sprints réduits directement. Capou qui est on fire. Et donc un peu déçu à ce niveau-là parce que Milan, Groenewegen, on n'a pas pu les voir se battre réellement face à Magnier et aux autres. Ouais, c'est vrai que le seul sprint qu'on a vu à la régulière, ils se tenaient tous en une roue. Ouais, exactement. Donc, en fait, Magnier a fait un maillot cyclamen et ne démérite absolument pas. Mais les circonstances sont quand même vraiment en sa faveur. Et peut-être que l'écart avec les autres n'est pas aussi énorme que l'écart de points qu'il y a en réalité. Enfin, ça, c'est certain. Bien qu'il semble quand même être l'homme fort. Ouais, mais quand on regarde vraiment toutes les arrivées au sprint, l'équipe Unibet avec Groenewegen, ils sont arrivés, c'est leur premier grand tour, ils ont tout misé dessus, ils sont préparés comme jamais, on voit qu'ils ont un super train, et on a bien vu l'étape à Naples avec cette chicane sur les pavés mouillés. C'était déjà osé. Hein. Ouais, donc, et leur glissade, mais à part ça, ils avaient un super train. Je pense vraiment que Groenewegen aurait déjà pris une étape s'il n'y avait pas eu ces chutes. C'est le plus fort pour moi, Groenewegen, cette année. Donc il manque un peu de chance. Mais alors Paul Magnier est vraiment immense, il faut le reconnaître. On avait souligné ses mauvaises performances durant le printemps. Jusqu'ici, il avait été un peu inexistant. C'était même la déception de Max. Et là, maintenant, il est vraiment de retour au top. Et je pense qu'il a une belle équipe avec lui aussi. Il a notamment un Jasper Stuyven qui est là pour l'aider. Et ça fait une très, très, très grande différence. C'est vrai que Paul Magnier fait une belle campagne et il lâche rien et ça fait dans le parti du sprint. Mais par contre, ce que j'aime bien, moi, c'est l'attitude de Milan qui n'est peut-être pas à son meilleur niveau, qui aussi a pas toujours eu de chance avec les chutes et son positionnement, mais par contre, il lâche pas le truc. Il va dans les échappées, il essaye de prendre les points pour revenir sur le maillot cyclamen. Donc j'aime bien le fait que même s'il a 60 points d'avance, on lâche pas l'affaire et je trouve que ça a beaucoup de panache de sa part. Ouais, et pour revenir sur Magnier, moi, là où il m'a le plus impressionné, c'est pas spécialement une de ses 2 victoires, mais c'est la fameuse étape, je pense que c'est Ballerini qui la gagne, celle-là, où il fait 3e derrière Stuyven, non? Ouais. Donc, oui, celle de la chute. Ouais, exactement, et où il fait un retour alors qu'il met pied à terre quasi, et donc il y a certaines vidéos qui ont circulé où on voit l'effort gigantesque qu'il fait à ce moment-là. Il repart, il est 12e, 10 ou 12e. Il fait une remontée. Et donc là, on voit toute la puissance du coureur, assez impressionnant quand même. Ouais, il s'est manié quand même, quoi. Ouais. Mais c'est quand même un costaud pour son âge. Et avant le Giro, c'était dur de voir qu'il allait être à ce niveau-là, mais en fait, il est vraiment, vraiment fort. Ouais, il est même physiquement fort. Il fait 1m87, le bonhomme. Il fait 1m87 pour 70 kg. C'est pas, certainement pas le plus lourd du peloton. 70 kg, justement, il est assez léger par rapport à d'autres sprinteurs. Et surtout par rapport à sa taille.
J'ai 1m87. Ouais. Bah, typiquement, Milan, il fait presque 15 kilos de plus. Quoi. Donc, il est plus grand aussi. Hein. C'est un des plus grands du peloton, Milan. Mais oui, c'est pas du tout le même physique. Il a un physique un peu atypique par rapport aux concurrents. Quand on voit Groenewegen aussi, qui a aussi un... Ouais, c'est sûr qu'il a un vrai physique de taureau. Ouais, en parlant de taureau, Paul Magnier me fait un peu penser à Arnaud Delis dans son style. Je trouve que c'est un peu un mix entre Tom Bonnen et Delis. Et je pense que si on avait un Delis au niveau où on l'attend, où on l'espère encore depuis peut-être 1 an ou 2, il pourrait vraiment y avoir un vrai match sur énormément de courses entre les deux. Ouais, complètement d'accord avec Théo. Ouais, puis même physiquement. Oui, même physiquement, ils ont un peu de ressemblance. Mais sur des Flandriennes plutôt tournées vers les sprinteurs, ça pourrait vraiment être un magnifique duel. Ouais, c'est des sprinters punchers. Ouais, et avec vraiment avec Coy aussi, dont on ne parle plus du tout, mais qui était très prometteur l'an passé. Ouais, c'est un peu la même génération. On espère pouvoir les voir au printemps sur les classiques aussi à terme. Hein, tous ensemble en même temps. Et qu'il y a un vrai match. Et alors moi, un qui... En fait, ça me déçoit pas finalement, parce que je m'y attendais un petit peu, mais Jonathan Milan, qu'on attendait, qu'on citait comme le grand favori pour le maillot cyclamen. Au final, il est toujours un petit peu à contre-temps. Est-ce qu'il en met forme, ou est-ce que en fait c'est son vrai niveau? Je sais qu'il a gagné le maillot vert l'année passée au Tour de France, mais personnellement il m'a jamais impressionné. La concurrence n'y était pas. On a perdu Philipsen au bout de, je sais plus moi, 2-3 jours. Et ici il a seulement Paul Magnier comme vrai concurrent, Groenewegen dans un second temps, et il n'arrive pas à en placer une, quoi. Ouais, je trouve que t'es très dur avec Milan. C'est son 4e grand tour. Et en fait, les 3 grands tours qu'il a fait, il a chaque fois remporté le maillot vert et des étapes, quoi. Donc, je suis d'accord, mais c'est clairement un des meilleurs quand même. C'est un bon sprinter, mais pour moi c'est un sprinter de division 2. C'est dur. Mais moi j'ai en tête le Giro d'il y a 2 ans, je pense, où ils étaient avec Merlier. Il y avait Merlier, Milan, Coy. Il a gagné 3 étapes. Ouais, c'est ça. Et donc il a quand même battu 3 fois Merlier, qui lui est quand même c'est le top mondial niveau sprint. Donc je pense que il est peut-être un peu plus irrégulier. Mais face à un Philipsen, pour moi, un Philipsen en pleine possession de ses moyens, il ne fera jamais, il ne fait pas le poids. C'est sans doute le meilleur sprinter, Philipsen, quand il s'y met vraiment. Mais en vrai, Milan, il a que 25 ans. Ouais, c'est ce que je regardais. Donc déjà, il a fait 3 grands tours. À chaque fois, il a remporté le maillot du classement du sprint. Et là, il a jamais que 25 ans. Je veux dire. On parlait de Lee il y a 2 secondes. De Lee, il a 24 ans. Et il en est loin. Ouais. Et puis il y a beaucoup de confiance à mon avis dans le fait de gagner des sprints, et je trouve qu'à la Lidl Trek depuis le début d'année ils sont pas spécialement dans une dynamique positive où tout roule, tout se passe bien. Il y a Uzo qui a chuté assez tôt dans la saison. Ciccone, Skelmoz était bon dans les Ardennaises. Ciccone, c'est maintenant qu'il doit un peu montrer son... Mais ils n'ont pas tellement de victoires. Et l'an passé, ils ont gagné les 3 maillots verts, enfin les 3 maillots du meilleur sprinter sur les 3 grands tours. Donc avec Pedersen au Giro, Milan sur le Tour de France et à nouveau Pedersen sur la Vuelta, c'est quand même pas mal de parvenir à faire ça. Et je pense que voilà, c'est juste que pour l'instant, c'est peut-être pas, tout ne se met pas parfaitement, mais le talent est là. Et je pense que Milan, il a encore une très très belle carrière devant lui. C'est une bonne stat, ça. Il a les 3 maillots de sprinter sur les... Ouais, c'était une belle année Lidl Trek. Et ici, ils ont fait un mercato vraiment costaud, avec Derek G notamment, avec Ayuso. On attendait énormément de cette équipe. On est mi-mai et pour l'instant, c'est un peu la déception. Ouais, après, Pedersen avait été blessé début de saison. Et il y a Neis aussi qui est absent, qui est quand même un coureur qui... Ah non, c'est plus une question de chance. Ouais, c'est ça, tout à fait. On a Milan en avant. Je propose qu'on parle maintenant du taureau. Oh. Coup de disquette, ça claque sec, ça percute, coup de disquette, et tout s'écroule d'un coup, coup de disquette. Franchement, quand on voit les résultats de la Lotto ces derniers mois, qu'on arrête un peu le délire et que les langues se délient. Sérieusement, qu'est-ce qui se passe avec Arnaud Delis? Pourquoi ça foire depuis aussi longtemps? C'était quoi l'idée de l'envoyer sur le Giro? Le gars, il était malade avant le départ et on l'envoie quand même courir 4 étapes minables pour aller gratter 3 points UCI au fin fond de la Bulgarie. À un moment, il faut arrêter. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde a sa petite théorie sur Arnaud Delis. C'est plus Arnaud Delis, c'est Arnaud The Lie. Oui, qui ment à qui?
Est-ce que c'est lui-même, avec une préparation pas au niveau, un manque de professionnalisme? Est-ce que c'est l'équipe qui nous enrhume, incapable de gérer ses allergies, sa maladie de Lyme, le pollen, les crêpes, les bousses de vache? Les supporters qui voudraient voir en lui un savant mélange entre Gilbert et Bonnen et qui respectent plus l'artiste dès qu'il gagne pas pendant 3 semaines? Ou alors est-ce que c'est la presse qui nous l'a survendu comme le messie du cyclisme wallon à 21 ans? Allez savoir. En tout cas, on peut comprendre qu'à un moment, quand tu commences à rouler un petit peu moins vite que Tom Dumoulin, vaut peut-être mieux partir chez Tudor. Mais le problème, c'est pas qu'Arnaud. Le problème, c'est que cette équipe, elle ne court plus pour gagner, elle court pour survivre. Aujourd'hui, à la Lotto, même les poissons pilotes doivent faire un top 10 pour ramener des petits points SCI par-ci et par-là. Comment tu veux construire une équipe comme ça? Quelle est la stratégie? Qui décide? Qui est le directeur sportif? Et surtout, est-ce qu'il y en a encore un? Ah oui, sur le Giro, il s'appelle Kurt de Wouver. Et Wouver, en vieux flamand, ça signifie marécage. On y est. Et puis il y a cette fusion avec Intermarché. Alors pardon, mais jusqu'ici, les gars, ça n'a pas super marché. On a pris une équipe moyenne, on a fusionné avec une autre équipe moyenne, et au final, on a réussi à faire une équipe nulle. Mathématiquement, c'est quand même assez fascinant. Non, cette fusion, c'est un échec total. Il est loin le temps de la Wanty, la petite équipe wallonne toute sympathique de ce bon vieux Jean-François Bourlard. Ils en touchaient pas une, mais c'est pas grave, ils étaient attachants, les Wanty. Mais maintenant, il faudrait peut-être éviter de se payer la tête à Toto avec la Lotto. Parce qu'il y a d'autres chouettes gaillards, hein, bien sûr, dans cette équipe. Attention, il y a ce bon vieux Taco Van der Hoorn, toujours aussi sympathique. Il y a Lionel Tami, mignon. Mais c'est pas avec ça qu'on gagne des courses, les gars. Allez, d'Intermarché, finalement, on a gardé que du périssable. Hein. Enfin bon, le salut va peut-être venir de Lennart Teukels. Lennart Van Eetvelt. Lui qui revient en grande forme sur le Giro. Le gars, il a clairement une étape dans les jambes. Mais qu'est-ce qu'on lui demande vendredi? D'aller suivre les meilleurs dans le blocos pour une vilaine 14e place au général et de nouveau 3 petits points SCI. Allez, quoi, les mecs. Le mec, il est en fin de contrat en 2026. Vous pensez vraiment qu'il va rester? Bien sûr que non. Encore un talent qui va finir ailleurs pendant qu'à la Lotto, on comptera fièrement les 17 points gagnés sur le Tour de Slovaquie. Et pourtant, le plus fou dans tout ça, c'est qu'il y a vraiment du talent dans cette structure, du vrai talent. Jarno Widar, Edouard Kless, Mathias de Kiersmaker, Milan Denis, franchement, l'avenir du cyclisme, il est là. Alors s'il te plaît, Jean-François, t'as un boulevard devant toi, ne nous déçois pas. Coup de disquette, ça claque sec, ça percute, coup de disquette. Merci Théo pour ce super coup de disquette, hyper intéressant. Plusieurs sujets au sein de ton coup de disquette. Mais c'est vrai que si on revient sur Arnaud, on aurait voulu écrire ça, c'était pas possible. L'histoire de bouse de vache, d'éclaboussure de bouse de vache, qui le met KO pour son grand tour. C'est complètement hallucinant. Et puis effectivement, cette fusion Intermarché, les gars, à votre avis? Sur la fusion, c'est vrai que là, le projet de cette année, il est un peu poussif, et je suis assez d'accord avec Théo. Il y a pas de, c'est pas vivant, quoi. On vient vraiment gratter du point, et c'est de la survie. Et je le rejoins complètement. Sur Arnaud, par contre, je pense que quand il va partir, c'est là qu'on va se rendre compte que c'était le mec qui sauvait cette équipe depuis plusieurs saisons. Il est au classement ICI. Donc, Parce qu'il y a une bagarre de chat et de chien, et Théo doit intervenir. C'est un zoo, oui. Mais c'est du matériel qui coûte cher. Non, donc en fait, je regardais un peu le classement ICI. Donc, pour rappel, le classement des équipes, donc le classement des équipes, ça fonctionne avec des relégations sur 3 ans, et on prend le classement des 20 meilleurs coureurs de l'équipe. Et ici, si on regarde le classement ICI, le 10e du classement ICI individuel, c'est Arnaud Delis. Ah ouais? Donc c'est impressionnant, sur les 52 dernières semaines. Donc c'est le 10e meilleur coureur du peloton sur les 52 dernières semaines en points rapportés à travers les courses, etc. Le 2e coureur, le meilleur de la Lotto, c'est qui? Pas facile, ça. Non. Attends, tu nous as pris de coup. Bon, je vous le donne, c'est un Allemand. Zimmermann. Voilà, Zimmermann, qui est 108e. Qui a gagné, Donc, qui a gagné à Francfort il y a 15 jours. Ouais. Et donc, en fait, quand Arnaud va partir, on va se retrouver avec... Il n'y a plus rien, surtout que Van Eetvelt va sans doute repartir aussi, il n'y a pas un budget XXL. Et donc, en fait, tout à fait, on va se retrouver à un scénario comme la Picnic cette année, qui a un contrat d'1 an. Enfin bon, la Lotto aura ses 3 années, mais on va se retrouver vraiment dans un cul-de-sac s'il n'y a pas un peu... soit un nouveau sponsor, de l'argent ou quelque chose un peu intéressant qui se passe dans cette équipe, parce que Arnaud, on a beau le critiquer, mais c'est lui c'est le tracteur de cette, exactement. De cette équipe. En fait, Delis, avec ses hauts et ses bas, il a quand même des hauts chaque année, et il ramène énormément de points, d'où l'intérêt pour une équipe comme Tudor, qui en fait veut accéder à la première division et s'y installer de manière définitive. Et donc... Bon, je pense que là, il y a un gros contrat à la clé quand même pour lui. Bon, mais à l'inverse, s'il ne performe pas chez Tudor, c'est là qu'on va se dire, en fait, c'était une flaque, quoi. Ouais, là, ce sera un véritable instant de vérité. Il y aura plus d'excuses de à la Lotto, il n'y a plus de confiance, comme disait Gilbert.
non, il y a un moment, tu vois, soit tu performes un peu plus, soit en fait, tu es juste à ton niveau. Mais en fait, chaque saison, T'es si on juste regarde une- sa saison sur sa globalité, il a jamais une saison blanche. Il a toujours des périodes dans l'année où il est très bon, des périodes dans l'année où il est à côté de ses pompes et où ça fonctionne pas. Mais il fait systématiquement des points et des bonnes places. Et puis tous les derniers qui sont partis, les lotos, ont toujours performé ailleurs. T'as raison. Comme Penarts aussi. Hein, Bah ouais, il- Kampenarts, c'est un autre il- niveau. il a trouvé un autre rôle dans une autre équipe, c'est pas, ce qui est pas comparable. Mais... Community manager. Quoi. On en Ouais. reparlera, on en reparlera après de Kampenarts, mais ça, c'est vraiment une énorme erreur de vision de la loto, je trouve. C'est de ne pas avoir cru en Kampenarts encore quelques années. On sait que là, c'était vraiment un clash du directeur sportif qui ne voulait plus de lui, que Kampenarts, en fait, il n'était pas contre continuer, il n'avait pas spécialement des attentes salariales de malade. Et du grand patron tout Eh court. ouais, Parce c'est que le nous, grand on patron a qui- assisté, oui, on a même pas le assisté à directeur une sportif. scène au Tour de France, lors de la victoire de Kampenarts. On était, nous, près du car Loto à leur hôtel. Et Scampi est descendu, il a serré la main de tout le monde, évidemment de l'équipe de Passe-moi le Bike. Puis c'était le moment du Très juste. grand patron. Et là, mais il n'a pas voulu lui serrer la main devant tout le monde. Il refusait de serrer la main de Stéphane Hulot, quoi. C'était assez violent en termes d'humiliation. C'était assez chaud. Ouais, Mais tu vois, ce qui manque, c'est vraiment un projet d'équipe, Ouais. quoi, je trouve, pour la loto. On a du mal à y faire éclater les individualités parce que le collectif n'a pas vraiment de... n'a pas vraiment de sens, c'est vraiment la course au point pour tout le monde, c'est bonne chance à tous et que le meilleur gagne et que le meilleur nous ramène un petit point. Mais on a un Jarno Widar, voilà, il faut que maintenant l'équipe se focus sur lui, comme à l'époque on le faisait avec Caleb Ewan en fait, tout simplement. On savait pourquoi on allait sur le tour et tout était mis en place pour lui ici, même pour Arnaud. On va un petit peu pour Arnaud, on va aller un petit peu pour Lennert, on ne sait jamais que Vito Brad fasse un truc ou que Zimmerman place une échappée gagnante, mais on va pas y aller à 100%, on n'y croit pas en fait, c'est un peu sauf qui peut. Mais après, c'est pas la seule équipe qui est dans cette situation. Il y a tellement maintenant des écarts de budget entre le top 5, top 6 et le reste. Bon, il y en a qui arrivent quand même vraiment à se montrer. Mais le but c'est de gagner à sortir est-ce que le du but lot, c'est de gagner mais- des points, de gagner des étapes, et tant que tu gagnes, si tu gagnes Ouais, pas mais de course, tu n'auras pas. C'est dur. Enfin, là, J'entends Max, mais si tu gagnes pas de course, tu n'auras pas de sponsor non plus plus important. Regarde les 9 premières étapes du Giro. Il y a 4 équipes différentes qui ont gagné sur les 9 premières étapes, quoi. Le vrai problème, c'est ça. Et c'est qui? C'est Visma avec Vingegaard. Quick-Step avec Magnier. C'est Quick-Step avec Magnier. C'est UAE qui a réussi à prendre 3 étapes. Ouais. Et la dernière, vous l'avez? Ouais. Moi, je l'ai. Mais je vous la laisse. Vous l'avez pas? Vous l'avez pas? Si. Si, je l'ai en plus. Astana Team. Exactement. Ah ouais, qui ont bien claqué. Ouais, mais moi, je veux prendre plutôt un autre exemple, c'est Lennart Van Etvelt. Quel est le projet pour lui sur le Giro? Est-ce qu'on a ciblé avant de prendre le grand départ quelles étaient les étapes qui étaient pour lui, ou est-ce que c'est un petit peu tous les jours, petit bonheur, la chance, au feeling? Moi, je pense qu'ils avaient quand même un vrai projet sur la deuxième étape avec Van Etvelt d'essayer de la gagner. Et en fait, tu gagnes la deuxième étape, tu as le maillot. Oui, Donc oui. là, il et- était pas loin. Et si Pellizzari commence pas à ramener tout le. Enfin, il était vraiment pas loin de la gagner. Il était parti avec. Et il était pas loin même au niveau des bonifs à un moment donné de pouvoir porter le maillot. Enfin voilà, Ouais. il y avait une petite stratégie. Bon, sur Bon, les on a premières quand même étapes. envoyé Deli malade en mode allez, sauve-nous. Non, ça, je suis Gagne d'accord. une, on sait jamais qui C'est est un miracle. Ouais. Parce que je vois pas c'était quoi l'autre intérêt, si c'était pour faire des top 5, Mais des top 10, Je pense que des dans top les- 15. Pourquoi? malheureusement, dans les petites structures comme ça, tu sais pas te retourner. Ouais. Quoi. Quand tu as fait ton effectif, même s'il y en a un qui est à moitié bon, bah, tu es obligé de l'envoyer parce que les autres, ils sont pas prêts du tout, ils sont ailleurs. Et je rejoins Max sur les équipes qui ont gagné bon, l'Astana, voilà, il surperforme un peu, mais les autres grosses équipes qui gagnent, je pense que le 10e coureur, le 10e meilleur Ouais, coureur de encore, UAE ouais. ou de la Visma, il est meilleur que le Ouais, deuxième meilleur exactement. coureur de chez Lotto. Et donc en fait, Et donc, Franchement, ça quand ressemble je plus à vois rien. Magnier gagner, je me dis que Menten aurait pu en gagner une aussi. Alors malheureusement, il était malade aussi. Ça, c'est ce que je laisse à la Lotto, mais Milan Menten était en grande forme aussi. en fait, c'est à se demander si dans ce genre d'équipe à petit budget, quand tu es un jeune coureur, est-ce que c'est le bon endroit, quoi? Tu vois? Ouais. Oui, parce que qu'on t'en voit partout. Astana, ok, ils gagnent des courses. Ils ont, l'air de rien, ils ont quand même du fric et ils ont plutôt des coureurs expérimentés. Je vois pas trop les jeunes chez Astana qui percent. J'en vois pas trop. Hein. Non, c'est vrai que c'est un cadeau empoisonné. Quand Et donc- t'es Widar et qu'on te dit maintenant il faut que tu fasses des points, il faut que tu Ouais. performes à ta première année. Ouais, parce que- Alors que à la Visma, on va te dire À la fais le Visma tour de Suisse ou et UAE, hein. fais le tour. Oui, c'est Ou ça. UAE, on va te dire, ah non, t'as moins de. C'est quoi le règle? T'as moins de 23 ans, tu fais un grand tour sur l'année. Moins de 25 ans, tu fais un grand tour. Enfin, tu vois, c'est. La préparation, le luxe, il est pas du tout le même, quoi. En fait, le problème, c'est que le pognon a fait en sorte que tu as comme dans la société, des énormes structures qui peuvent avoir des moyens démesurés et que tu n'as plus de concurrence possible entre les petites équipes et ces trucs-là. Parce que quand tu vois le début du Giro,
Donc on est devenu le centre de formation de Ouais, c'est ça, de de toutes tous les les grandes futurs équipes. D'ailleurs, l'équipe des jeunes de la Loto, elle est super réputée, elle tourne bien, etc. Parce que t'as pas le choix. Il n'y a plus que ça qui tourne. Il faut qu'ils trouvent ou bien qu'ils trouvent un sponsor magique, mais en Wallonie ou vas-y. Ben, il y avait, je pensais quand même que la fusion Loto et Intermarché allait quand même dans ce sens, allait amener d'autres moyens. Au final, il n'y a eu aucun transfert. Et voilà, on en Mais c'était leur récit d'ailleurs. Hein. C'est-à-dire, on est tous les deux financièrement en solo, on n'y arrivera pas. On fusionne pour vraiment essayer de jouer quand même, clairement pas les premières places, mais du moins d'être bien dans le ventre mou. Là, on a juste perdu une équipe belge finalement. Ouais, on a franchement rien gagné. On va finir comme les Italiens, en fait, Théo. Oh non, ce sera le prochain coup de disquette. Allez les gars, merci. On a bien parlé du maillot cyclamen. Maintenant, on va s'intéresser au Maglio Rossa. Je vais pas faire toute l'émission en italien. C'est l'heure du coup de bordure. C'est le coup de bordure, le coup de bordure. Si t'es pas dans la file, c'est la rupture. Au fond du vent, y a plus d'armure. Tu prends la rafale. Ouais, donc un coup de bordure cette semaine sur l'homme qui ne se trouve jamais, mais qui est extrêmement critiqué. Et vraiment, ça c'est quand même un coup de gueule que j'ai envie de pousser parce que Jonas Vingegaard, c'est le mec, depuis 2021, donc depuis le duel, on va dire, avec Pogacar, il a fait 7 grands tours. Et la pire place qu'il ait fait, c'est 2e. Ah oui. Ouais. Donc en fait, le mec, à chaque fois qu'il fait un grand tour, il y arrive. Sur les courses d'un jour, il a énormément de mal, mais par contre, sur un grand tour, il arrive systématiquement à faire 1 ou 2 et à performer sur les 3 semaines. Après, il fait et ça. je pense que... Ouais, exactement, j'ai envie de dire. Heureusement qu'il se trouve pas parce qu'on le voit pas du réseau de l'année. Tu rates ta saison. Il n'a jamais fait une classique ni un championnat du monde ou quoi que ce soit. Mais Voilà, mais bon, je te justement, laisse continuer. c'est- Exactement, mais il y a des mecs, ils gagnent ni les courses d'un jour, ni les courses de 3 semaines. Par contre, Vingegaard, tu sais que si tu le mets sur une course de 3 semaines, ce côté où il calcule tout, il calcule chaque effort, il rationalise tout, ça lui permet de ne jamais avoir de défaillance et de toujours jouer la gagne. Ouais, mais c'est du vélo data. Mais- C'est quand même beaucoup moins amusant. C'est pas du vrai vélo. Ouais, mais c'est exactement le sens de mon coup de gueule, de mon coup de bordure. C'est qu'en fait, Vingegaard, il n'est Ça pas manque là. d'émotion. Dans notre Giro, il nous faut de l'émotion. Amour infinito. Demande à Thibaut Pinot, le champion des émotions, combien de grands tours il a gagné. C'est le... Une balle perdue pour Pinot. Quoi. Ouais, mais une On fois, l'aime beaucoup. Ouais, mais il m'a fait vibrer. Ouais, mais le problème, c'est que ici, le spectateur vient voir du vélo un peu parce que c'est la tendance du Slovène. Spectacle, j'attaque dans tous les sens et je veux voir des trucs. Mais sauf que le gars, il n'a jamais failli. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir qu'une personne plus faible que lui ne va jamais le battre. Ça n'arrive jamais. Parce qu'il a toujours un plan qui suit à la lettre, qui fonctionne, parce qu'il s'économise extrêmement bien. Et par contre, il a quand même déjà battu Pogacar. Donc c'est quand même le seul... Enfin, quand on regarde les profils qui ont réussi à battre Pogacar dans ces dernières années, c'est très rare. C'est par exemple Narvaez, Van Aert, Vingegaard et Skelmos à l'Amstel. C'est des coureurs qui couraient extrêmement intelligemment, qui comptaient leurs efforts et puis hop, qui envoyaient le sprint, la giclette, le truc qui faisait vaciller le Slovène. Et donc en fait, Vingegaard, c'est l'antithèse parfaite de Pogacar et je trouve que le gars, s'il n'était pas dans la même génération, il aurait un palmarès encore plus gros qu'un Froome, même qu'un Bernard Hinault. Et donc c'est impressionnant de voir à quel point il peut être critiqué ou bien sous-coté, alors que pour moi, c'est un des plus grands cyclismes de notre génération, du cyclisme moderne. Toi, à mon avis, t'es fan de David Goffin, c'est pas possible. Ah ouais. J'ai perdu. Justement, je trouve que Allez, le critère mais- pour moi, c'est pas le spectacle, c'est les résultats. Et en Mais fait, il est lisse comme une truite. Mets des paillettes dans ma vie, Jonas. Non. Il est hyper régulier et c'est vrai que c'est impressionnant. Et là, depuis, il a atteint une certaine maturité où on voit bien en plus que là, il veut cocher toutes les courses. Ben, la preuve, il fait le Giro cette année, il va pouvoir cocher les 3 grands tours s'il n'y arrive pas malheur normalement. Bien sûr. Après, à côté de ça, il a fait les autres courses d'une semaine. Il évite toujours son adversaire. Bien team. sûr, parce qu'il Et donc, sait. bon, voilà, quand t'es le deuxième meilleur, ce que. Allez, Non, on n'a jamais autant parlé de lui quand il y avait sa compagne ou sa maman, je sais plus, qui a fait des déclarations explosives dans la presse. Et là, c'était gay. Et là, il se passait quelque chose avec Oui, parce qu'on s'ennuie, en fait, on s'ennuie avec lui. Oui, C'est la on- réalité. on s'ennuie Ah, un peu avec lui. on Non, s'en- mais- Est-ce que le projet d'un cycliste, ou bien si nous, on était, imaginons, mettons-nous dans la tête de Vingegaard 2 minutes, Oui, mais c'est est-ce que le projet d'un cycliste, c'est de faire Non, mais rêver le Bien sûr. spectateur Non, non, mais on Et serait, moi- s'il moi, n'y il avait me pas, fait- s'il y avait pas moi, Pogacar, on serait le premier. Tu serais le premier à péter un plomb en disant mais qu'est-ce qu'on s'en Exactement. Ouais, on En serait- fait, on serait c'est dans ce le- mec. un peu Ah, comme mais Froome à Allez. l'époque. tu vois. Ben, moi, je j'ai- ferais 3 semaines de Tour de France avec juste Vingegaard qui prend pas un relais et qui calcule juste bien ses Comme watts. Froome à et qui- l'époque, tu vois. Ok, Hop. est-ce que Froome nous a déjà proposé
un coup de granon comme Vingegaard l'a fait en attaquant. ok, mais la seule fait d'armes. Non, pas du tout. Parce que qu'est-ce qu'il fait? Si. Il nous a fait du from en wheeling, c'était vraiment chouette aussi. Oui, et l'année d'après, comment est-ce qu'il gagne le Tour de France? En faisant un peu du marquage sur Pogacar, en prenant 2-3 bonifs, machin, etc. Et puis, hop, quand on est arrivé au chrono de Combloux, il avait son plan. Au premier virage, on le voit, le prono, il le connaît par cœur. Il l'a fait toute l'année. Mais Il la gagne parce que c'est le sommet du rationnel. Et en fait, c'est ça qui me fascine chez ce coureur et que moi j'adore, c'est que c'est du vélo hyper réflexif. Et donc, c'est pas du tout quelque chose, un Remco ou un Pogacar, c'est amusant. Ah bah ouais, il gicle, bah oui, c'est le plus fort. Mais en fait, ici, on a un mec qui est pas toujours le plus fort et qui gagne. Non, mais là où tu as raison, c'est effectivement, c'est le plus fort. Ça, on va pas remettre en cause tout ça, mais voilà, il te fait pas vibrer. Ici, tu as le Giro, tu as Eulalia qui pour le moment a 2 minutes 30 d'avance sur lui. Et c'est ça qui t'amuse encore un petit peu dans le Giro. Mais en fait, si Eulalia n'était pas là, le Giro, il est déjà plié aujourd'hui. Non, parce que s'il n'était pas déjà plié avant de commencer. Je prends du plaisir à le voir rouler. C'est surtout, en fait, quand il s'aligne sur une course, maintenant, on sait qu'il l'a préparé, il y a un plan derrière, il y a une équipe. Et donc, il y a même plus de suspense avec lui. Là où il y a des coureurs, bref, on ne sait pas trop, ils font des courses, c'est avec d'autres objectifs. Et donc, on est là. Mais heureusement qu'ils sont là, tu vois. Si chacun devait juste cocher 5 courses sur son année et les faire pour les gagner, on s'emmerderait toute l'année, en fait. Hein, tu vois. Ouais, mais là, évidemment, on est toujours dans cette posture du cyclisme spectacle. Le mec, il est chez la Visma pour gagner des grands tours. Il le fait systématiquement. Chaque année, il en gagne. Et donc, c'est quand même impressionnant. Et cette équipe, je trouve qu'il y a à la fois chez le coureur et dans cette équipe une longueur d'avance par rapport aux autres formations, dans le sens où leur transfert, c'est toujours juste. Ici, qu'est-ce qu'ils font? Comme Penhardt, Armirail, c'est des mecs, ils rentrent, ils sont productifs dans le collectif. C'est pas des starlets comme des Kristen ou des Arietta ou des mecs qui vont jouer leurs cartes, qui s'en foutent. Et donc, tu as toute une structure qui est orientée. D'ailleurs, Van Aert, il a signé à vie parce qu'il a bien compris qu'en fait, là-bas, ça fonctionnait bien. Et que on n'est pas dans un truc, même Ineos, c'est le même budget, Ineos. Hein. Bora, c'est le même budget. Et quand on voit les résultats, c'est quand même impressionnant. C'est le gros coup de la Visma qui a fonctionné en ce début de Giro, c'était vraiment ces étapes de sprint où directement ils ont été se mettre en queue de peloton avec toute la team en mode on prend aucun risque, on sait que ça va être carnage. La première étape entre autres, à part d'ailleurs il y a eu cette chute, mais avant ça les moyennes c'était vraiment ridicule. Hein. Donc il y a beaucoup de coureurs qui ont publié leur Strava et tutti quanti là. Et donc en fait c'était vraiment une sortie, c'était une promenade du dimanche et avec un sprint final hyper houleux. Et donc eux ils l'avaient vu venir et donc ils se sont mis en queue de peloton. Au pire, justement ils se prenaient une petite bordure, mais ils avaient toute la team donc ils savaient revenir dessus. Et là, par contre, je trouvais que c'était un coup très malin. Et il n'y a rien à faire, c'est une équipe où il y a une vraie stratégie, il y a toujours un bon plan. Mais à l'inverse, l'étape de ce dimanche, où c'est Félix Gall qui prend les choses en main, Vingegaard qui reste dans la roue, et tu sens que c'est pas le plan. Mais il a bien raison. Et au final, il arrive à gagner, bon, avec un peu de chance, parce que derrière, c'est la Décathlon qui lui offre cette victoire-là. Mais évidemment, c'est ça qui est magnifique. Oui, mais je veux dire... Là, ils sont dans une posture, ils arrivent toujours à se mettre dans une posture où ils sont idéalement mis, quoi. C'est impressionnant. Comme au Tour de France où ils envoient toujours des hommes devant et puis qu'ils se retrouvent en fait dans le final où ils ont 2 mecs en plus. Mais c'est novateur et c'est quelque chose que je trouve par rapport à Froome, etc. C'était quelqu'un que j'aimais bien, mais c'était rouleau compresseur et on voyait pas grand chose. Ici, il propose des choses. Non, mais il prend même pas le relais pour aller écraser les autres. Je ferais la même. C'est normal. Gall te dépose au-dessus, tu le décroches, tu gagnes 10 secondes. Ouais, tu prends 10 secondes sur Gall, mais alors que Gall, en attendant derrière, t'as Arensman qui est quand même revenu et qui a repris Chicone et donc tu vois, enfin. Je sais pas, tu pars avec un autre, il est bon. Si t'es confiant en toi, justement, tu sais que t'es meilleur. En plus, tout le monde sait que Vingegaard est meilleur que Gall. Prends les relais, écrase les autres. Et après, Gall, tu le manges la semaine d'après, tu vois. Le seul projet de la Visma, c'est de gagner le Giro. Et s'il y a moyen de gagner des étapes comme aujourd'hui, ils le font. Le reste, distancé à Huntsman, il en a rien à foutre parce que c'est pas son problème. Et alors, ce que je trouve aussi impressionnant chez cette équipe, c'est dans la cohésion du groupe. C'est pas une équipe qui tergiverse à garder. Quand Roglic, ça ne tournait plus, hop, c'était fini. Groenewegen, pareil. Et quand même, sur les 15 derniers grands tours, donc là, on remonte sur les 5 dernières années, la Visma, ils en ont gagné 7. C'est quand même impressionnant, quoi. Ouais, mais pour remettre un peu en perspective ce que tu dis, tu as quand même notre ami de Ljubljana qui est aussi fort, au moins aussi fort que Vingegaard. Et lui, il s'amuse quand même énormément. Évidemment, il est plus fort que Vingegaard de loin. C'est facile. Mais je veux dire, aujourd'hui, Vingegaard sur le Giro, mais il peut quand même proposer un autre cyclisme. Amuse-toi un peu.
tu peux te régaler, tu vois. Ah oui, non, ça, ce n'est Ouais. pas dans le tempérament de Vingegaard. Par contre, qu'on demande à Vingegaard d'animer notre mois de juillet et d'attaquer Pogacar, il faut arrêter. S'il peut déjà juste lui tenir la roue et faire en sorte de prendre quelques secondes par-ci par-là, c'est parfait. Mais je trouve que ici, deuxième étape, il tente le coup. Il fait une attaque, Pellizzari est dans sa roue, c'est normal qu'il coupe son effort, il ne va pas le déposer sur la ligne d'arrivée. Il propose des choses, mais en plus de ça, il est extrêmement intelligent. C'est un mec qui connaît extrêmement bien le vélo, qui a des figures de réflexion par rapport au vélo qui sont intéressantes. Et ouais, je trouve ça à valoriser et pas toujours à se dire oh, il n'a pas de giclette, il n'a pas de panache. Une autre équipe qui est intéressante, je trouve, c'est la UAE, où tu te dis qu'ils viennent avec une équipe pas terrible, avec un Damiens qui est plus proche de la fin que du début. Ils le perdent directement, ils perdent Marc Soler, ils perdent J-Vine. Tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils vont faire, hein? C'est la première fois que tu vas voir l'UAE en déroute totale. Et au final, ils empochent déjà 3 étapes, quoi. Jonathan Narvaez qui est là et Igor Arrieta. Alors lui, il fallait le voir venir, hein. Parce que lui, il ne connaît pas sa gauche et sa droite et il arrive quand même à gagner l'étape. Ouais. C'est pas faux. Non, mais c'est ça qui est fou, c'est que c'est une équipe, tu vois, même quand elle roule contre nature, en fait, elle performe. Bah, contre nature, c'est Non, mais je veux c'est dire- quoi leur nature? C'est en fait c'est de l'individualité et, Oui. et des énormes talents. On parlait tantôt, je veux dire Narvaez, il est meilleur que tous les coureurs de la Lotto. On est Bien sûr. d'accord. Mais par contre, et en plus, ce qui est parfait pour eux, que ce soit sur la dernière Vuelta ou sur le Giro d'aujourd'hui, c'est que la stratégie du AE avec plusieurs cartes qui partent dans les échappées, ça se combine parfaitement avec la Visma qui essaye de contrôler un grand tour. Parce que la Visma ne va pas chercher à gagner toutes les étapes avec Vingegaard. Ils vont plutôt se dire, bon, on met la pression sur les autres équipes. Et donc, ça donne des possibilités à l'échappée, où là, tu as souvent des gars de chez UAE. Et c'est comme ça qu'ils en claquent à chaque fois. J-Vine, il en a claqué quoi, 3-4 l'année passée à la Vuelta, Ouais. parce que la Visma était passive. Et la Visma, enfin je parlais de leur position dans les sprints là qui est un peu étonnée, mais en fait qui était tout à fait justifiée. Leur très bon coup aussi de début de Giro, c'est le maillot rose pour Eulalia. Bah ouais, Ça veut dire qu'ici, avant donc il y a l'étape du blockhouse et puis on a eu quand même 2 autres étapes accidentées où en fait Rien à faire. ils ont pas encore le maillot rose, donc ils vont lui laisser le plus longtemps possible. Donc Oui. là, pour eux, Ils pour l'instant, sont verts. le plan est parfait, tout se passe parfaitement. Mais ça montre le niveau de la concurrence qui est quand même fort faible. Tu vois. Ouais. Quand Moi, je suis tu te pas d'accord. permets en grand tour d'être en queue de peloton, c'était vraiment pépère. Jamais sur le Tour de France, tu aurais toute la Visma qui c'est tranquillou à l'arrière. Jamais. Sur du sprint, Oui. Bah, Toute l'équipe. on verra au mois de juillet, franchement. Moi, je trouve C'est qu'on vraiment, est- tu montres vraiment que tu sais que tu vas éclater le game, quoi. Ben moi, je trouve que le niveau sur le Giro n'est pas si faible que ça. Je trouve qu'il était plus faible à la Vuelta de l'an passé. Pour moi, un Gall maintenant en pleine forme, il est... Mais c'est le seul. Gall, il a fait 5e Ouais. du Tour de France. Il a, Ok, il a mais- de l'expérience, mais à côté de ça, il y Oui, a personne d'autre Le qui Giro- qui peut rivaliser et faire viser un top 5 sur le Tour de France. Le Giro, aujourd'hui. on vient plus pour s'amuser que pour vraiment s'affronter. Ouais, oui, mais sauf que Gall, il est, pour moi, vraiment... c'est le 4 ou 5e meilleur grimpeur du monde. Et c'est pas non plus comme si c'était promenade de santé. D'ailleurs, on le voit, il finit à chaque fois à 10-15 secondes. C'est quand même... Il y a quand même du niveau. Et derrière, la lutte pour la 3e place est quand même intéressante. Ouais, il y a notamment Jane Lay et Pellizzari de la Red Bull qui sont un peu en embuscade pour le moment. Ça, c'est ma chronique, ça, Théo. Justement, je pensais te faire une passe D là. Ne brûle pas, non, on va d'abord déjà remercier Émile pour ce coup de bordure qui a bien borduré et qui a permis un beau petit débat. Bravo à tous. C'est le coup de bordure, le coup de bordure. Si t'es pas dans la file, c'est la Alors Théo, est-ce que tu veux qu'on refasse la super passe D pour Max et pour son coude à coude? Ouais, du coup, on a Mathis Rondel qui est 7ème pour le moment, Max. Et bravo, bien vu, notre petit Mathis Rondel. C'est le moment du coude à coude de Max. Le coude à coude, il vise le top 5, coûte que coûte, c'est le coude à coude. Le coude à coude, il vise le top 5. Un coude à coude version grand tour, hein, Max? Ouais, version grand tour, au milieu du grand tour, et donc un peu particulier, ce coude à coude entre 2 coéquipiers, et donc en l'occurrence, donc Jay Hindley, ancien vainqueur du Giro, et Pellizzari, sur lequel reposent tous les espoirs italiens. Ici, après cette étape aujourd'hui du dimanche, donc juste avant le chrono, on a Hindley qui est devant Pellizzari, alors que Pellizzari a clairement annoncé son ambition de podium sur ce Giro. Donc à voir un peu le fonctionnement. C'est vrai que Hindley, il a pas eu de grands résultats cette saison.
On a vu qu'il était en jambes à Liège-Bastogne-Liège, mais bon voilà, on a vu d'autres en jambes à Liège-Bastogne-Liège. On pense à Bernal qui pour l'instant ne sont pas du tout dans le coup. Mais il a l'expérience avec lui. Et donc à voir sur les 3 semaines, est-ce que c'est pas plutôt Hindley au final qui va jouer le podium face à d'autres coureurs, donc comme Gall qui est clairement sans doute le 2e meilleur grimpeur de ce Giro, et un autre coureur aussi, Arensman, je pense qu'il va essayer de se battre aussi pour le podium, qui a une petite longueur d'avance sur le chrono, je pense, par rapport à ses concurrents. Donc à voir, et à voir la gestion aussi. Voilà, je sais pas ce qu'en pensent les collègues, mais donc cette gestion à deux leaders, 2 co-leaders. Au Tour de France, on en verra 2 autres dans cette même équipe. Hein. Donc ça montre aussi le vivier qu'il y a dans cette équipe, parce que je veux dire Pellizzari, Lipovic, maintenant Remco, vainqueur de Grand Tour quand même, Hindley aussi. Roglic, enfin il y a quand même du lourd. Hein. Ouais, j'ai rigolé tout à l'heure sur le Giro, mais évidemment c'est un grand test nature et en fait les choses se mettent plutôt bien, je trouve, pour la Red Bull en termes de réflexion en vue du Tour de France, puisqu'on est dans la configuration un peu Lipovic et Evenepoel avec Hindley et Pellizzari. Ça va être hyper intéressant de voir comment ils vont gérer ça. On sait que Pellizzari était de base le vrai leader, hein, c'est un Italien, il est chez lui, il est à domicile. Et là, il est dépassé par Hindley. Comment est-ce qu'ils vont réagir? Est-ce qu'on aura la même chose cet été? À voir. C'est vrai que c'est marrant parce que c'est 2 profils très différents. Un jeune Italien qui est chez lui, Giro, on sait que ça peut... Quand je pensais l'an passé à Tiberi qui s'est vautré sur ton Giro, c'est pas si facile d'arriver, d'être l'Italien prometteur et de répondre sur ces 3 semaines de Giro. Et d'un autre côté, Hindley qui a plus 30 ans, plus sur sa fin de carrière. Il y a la Visma qui lui fait un peu du rentre-dedans pour essayer de le signer pour l'an prochain. Donc, c'est vrai que c'est un mec qui a envie aussi de jouer sa carte. Je pense que les 2 ont très fort envie de jouer leur carte. Donc maintenant, c'est arriver à faire en sorte que tout ça, qu'ils se rendent utiles l'un pour l'autre et qu'ils le comprennent, quoi. Donc ça va pas être si facile. Ouais, c'est peut-être du pain béni pour Vingegaard, hein, au final, ce conflit interne, puisqu'il n'y en a peut-être pas un qui va se mettre à plat ventre pour l'autre, et ça peut quand même jouer. Complètement. Merci à tous. Le coude à coude, il vise le top 5, coûte que coûte, c'est le coup. Merci Max. Alors tout de suite, on enchaîne avec la prochaine étape. Donc demain c'est repos et puis ce sera ce contre-la-montre de 40 km complètement plat, petit jeu. On continue sur notre prono du 7e. Les gars, qui sera le 7e plus rapide à franchir la ligne? Max. Alors pour ce chrono, je m'attends quand même à une bataille entre certains coureurs spécialistes du chrono qui viennent particulièrement pour essayer de performer sur cette étape-là et qui ont un peu levé le pied lors des dernières étapes. Et on va quand même aussi avoir des coureurs du général, même s'il n'y a pas beaucoup de spécialistes, qui vont donc se hisser dans ce top 10. Et moi, j'ai choisi, pour le coup, un spécialiste du chrono et un coureur expérimenté en la personne de Nelson Oliveira, le coureur portugais de la Movistar. Ça fait plus de 10 ans qu'il est à la Movistar. Et c'est de loin un bon coureur de chrono. Donc je pense que lui, il aura clairement coché cette étape. Nickel, on verra ça dans 2 jours. Théo. Moi, je vais pas être... Enfin, si je vais quand même être assez original, je vais dire Jonas Vingegaard, parce que c'est pas souvent qu'on le cite pour une 7e place. Je pense qu'il va faire de son mieux, mais qu'il va essayer d'un peu se contrôler aussi. Mais sur 40 km tout plat, c'est clairement pas le mieux placé. Et il y a plein de gars qui sont là uniquement pour cette étape. Des Ganna, des Oliveira, des Cavagna, des Kelderman, des Bjerg. Voilà, je ne veux pas spoiler à mon avis le choix d'Emilio, mais il y a des gars qui sont vraiment venus pour ce jour-là et qui vont clairement être plus forts que lui. Ouais, moi je suis assez d'accord. J'ai l'impression que les gars du général vont avoir difficile à se mettre dans le top 5. Et 7e, je verrais bien Sheffield de chez Ineos, qui n'a pas fait beaucoup d'efforts depuis le début du Giro. Et je crois que ces gars-là, ils ont une longueur d'avance par rapport aux autres. Ok, et pour ma part, ce sera le TGV de Clermont-Ferrand, Rémi Cavagna. Le TGV qui est rentré dans la maison. Là. Le TGV de Clermont-Ferrand, Rémi Cavagna, une bonne occasion pour lui de montrer qu'il a encore quelque chose sous la pédale. Alors, est-ce que, Émile, tu penses que le contre-la-montre, il va déjà en fait écraser quasiment tout le suspense, si suspense il y a du Giro?
Je pense que pour le maillot rose, donc vraiment pour la tête de course, ça va écraser le Giro, parce que je crois que Vingegaard va mettre pas mal de temps à ses concurrents, notamment au deuxième, Félix Gall, pour qui c'est pas son exercice favori. Donc de ce point de vue-là, oui, ça va écraser le Giro, mais attention, je me trompe très souvent en pronostic, hein, mais par contre pour la deuxième place, je pense que ça peut très 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 fort resserrer les choses, parce que justement Gall, il va pour moi perdre du temps. Par contre, tu as des mecs qui traînent là vers la 6-10e place, Arensman, Storer, qui sont des bons rouleurs. Ils vont reprendre clairement au moins une minute sur Gall, et donc ils risquent de resserrer toute cette bagarre-là, et je pense qu'en fin de deuxième semaine et en troisième semaine, ça va être encore plus difficile de sortir, parce que Vingegaard va vouloir tout contrôler, sauter dans les roues, sucer les roues, etc. Et du coup, ça va être compliqué de faire des écarts. Donc, pour moi, en fin de journée mardi, donc après le chrono, le classement, il va quand même être, pour moi, pas très différent du classement final, mais bon, on verra un petit peu. On peut espérer que le chrono va peut-être redistribuer les cartes sur les autres outsiders, et que ça va un peu animer la suite, puisque je pense que pour la première place, il n'y avait pas trop de suspense. Mais donc typiquement, Gall, qui est clairement réputé pour être très mauvais en chrono, il va sans doute perdre du temps sur certains concurrents, et donc on peut espérer que ça va un peu animer les autres étapes de montagne, quoi. Et donc oui. Plutôt que d'avoir chacun qui campe un peu sur sa place jusque la fin du Giro. Donc, oui, Gall va vouloir dynamiter le truc, ça c'est évident. Mm-hmm. Et du coup, ça risque d'être assez sympa à suivre. Et l'Alliot dont on parle peu, mais quand même, le mec, c'est assez impressionnant. Il lâche rien chaque jour. Qu'est-ce qu'il va faire au chrono? Est-ce qu'il va se retrouver à 10 minutes? Enfin, 10 minutes, certainement pas, mais est-ce qu'il va se retrouver déjà bien largué, ou est-ce qu'il sera encore dans la course? Parce qu'il va falloir aussi le sortir du top 5, celui-là, parce qu'il est motivé. Oui, et l'air de rien, maintenant, il a 5 minutes d'avance sur ses concurrents. Donc, il faudra quand même aller les chercher chez lui. Ouais, tout à fait. Et la suite du Giro, qui est quand même assez montagneux, hein. On va vraiment rentrer maintenant dans la montagne, et dans la très haute montagne, avec l'étape 14, qui sera courte mais sacrément raide. Puis on enchaînera avec l'étape 19, qui est vraiment l'étape raide de ce Giro, avec quasiment 5000 D+, et qui nous emmène vers le Piani di Pezze. Ouais. Et la 20e étape, qui elle aussi sera vraiment la dernière chance, si une fois de plus suspense ou podium devait se jouer pour les coureurs, les gars. On n'est jamais à l'abri d'une surprise au niveau de la météo aussi au Giro. On reste au mois de mai en montagne, et donc il y a toujours des étapes dantesques. On pourra encore avoir des surprises quand même à ce niveau-là. Moi, il y a un classement qui me fait que j'aime suivre et qui me fait un peu rêver, c'est le classement du meilleur jeune, parce que je trouve que c'est quand même un truc. Je me dis, ces gars-là qui débarquent un peu, c'est leur première, deuxième, troisième saison, aller arriver à prendre un maillot blanc sur un grand tour, c'est extraordinaire. Et là, on a une vraie lutte entre l'Alliot, Rondel, qui, franchement, Théo nous l'avait annoncé. Il est excellent. Il est excellent. Tout simplement, il est excellent. Pellizzari, qui est la grande promesse, et qui, lui, je pense que c'était limite le strict minimum de repartir avec le maillot blanc, qui se retrouve troisième, ça va pas être facile. Il va devoir attaquer aussi. Et le Bellocchi, le fils de Joseba. J'allais dire je sais pas, mais c'est Joseba justement, son père, qui a été 3 fois sur le podium du Tour de France, dans le début des années 2000. Donc voilà. Et puis Ganzoli, qui lui pourrait avoir le jeu d'équipe avec lui. Aujourd'hui, c'est lui qui fait troisième. Donc en fait, il y a vraiment 5 mecs qui vont se battre pour d'abord récupérer le maillot sur les épaules de l'Alliot, et puis voilà, arriver à... C'est quand même un petit rêve pour eux. En fait, c'est hyper intéressant ce que tu relèves là, parce que est-ce qu'en fait finalement sur le Tour de France, c'est pas biaisé pour les 6 prochaines années avec Paul Sexas qui va probablement le gratter pendant des années et des années, et en fait, est-ce que le vrai match avec entre guillemets le reste du monde, il joue pas sur ce type de grand tour, quoi? Là, c'est beaucoup plus ouvert, et en fait, là, il y a un vrai match, il y a une vraie bagarre, quoi. C'est génial, tu retires Vingegaard, c'est le tour le plus excitant des dernières années. Mais ça donne de l'intérêt pour ce maillot. Là où de l'autre côté, tu sais que le Tour de France, il est foutu maintenant, pour le blanc, du moins. Oui, non, c'est sûr qu'il y a quand même énormément. Le blanc au Tour, il est déjà foutu aussi. Oui, non, c'est ça. Mais oui, c'est ça. Il est foutu pour. Tu n'écoutes pas ce que je dis, Théo. Tu ne m'écoutes pas. Mathis Rondel, j'y crois énormément. Il est excellent. Mathis Rondel. C'est une belle surprise, lui, parce qu'on avait discuté avec Storer dans l'équipe, et
et ça se passe bien. Il a déclaré qu'il n'était pas spécialement surpris vu la préparation qu'il avait. Donc c'est toujours beau de voir ce genre de coureur qui affiche un peu des ambitions. Il faudra tenir sur 3 semaines, c'est sûr, mais qui affiche des ambitions et qui arrive quand même à tenir, et vachement pour l'instant. Hein. À fond. Mais c'était ça, pour moi, l'essence d'un maillot blanc. C'est un peu le mec qu'on ne connaissait pas trop. Qui arrive. C'est les bonnes découvertes. Voilà. Tout à fait. En fait, sur ce Giro, c'est vraiment ce qu'on voit. Hormis Pellizzari, les autres, c'est des semi-surprises et ils sont là. Donc, je me suis toujours. Ça fait quelques années que je me dis qu'il faudrait peut-être rabaisser même l'âge de ce maillot. Ouais, et qu'on arrive de plus en plus tôt. Il faudrait peut-être le ramener. C'est 24, 25 à 24 ans, c'est 26. Moins de 26. Ah, je croyais que c'était moins de 25. Je pense que ça. À vérifier. Je me demande si ça n'a pas changé, justement. Je sais pas. C'est une excellente nouvelle. Merci à l'UCI. Non, mais ça dépend peut-être des courses, je sais plus. Coureurs, Je sais plus, ouais. Ça n'a plus beaucoup de sens à 25 ans de pouvoir aller choper. Pigenzoli, qui est aussi un très bon jeune à la Visma. Ouais, tout à fait. Comme quoi, ils ont encore des jeunes derrière qui vont arriver. Ok, est-ce qu'on a fini pour ces 9 premières étapes du Giro et celles qui vont arriver? Je pense que tout le monde me hoche de la tête. Et donc c'est le moment de switcher vers le Tour de Hongrie, où un autre Belge sacrément bien performé, c'est Tim Merlier. Max. Merlier, il a gagné 3 étapes sur le Tour de Hongrie. Alors, certes, on est sur un plateau assez moyen au niveau des grands sprinteurs, hein, vu que entre ceux qui sortent des classiques, qui iront sur le Tour de France, ceux qui sont sur le Giro, mais en tout cas il se remet clairement en forme en vue du Tour de France. Merlier, en fait, si on regarde les courses qu'il a fait depuis son retour de blessure, donc il est revenu fin mars au Grand Prix Montserrat, où c'est sa première course, il a fait 19e. Autrement, après, il a remporté le Grand Prix de l'Escaut, il a remporté le Tour du Limbourg, il a remporté ici les 3 étapes de sprint du Tour de Hongrie. Il a participé à Paris-Roubaix, mais il n'avait clairement aucune ambition dessus. Mais donc, ça fait plaisir de revoir quelqu'un qui a quand même 33 ans maintenant, et qui, après ce genre de blessure, ce genre de préparation aussi perturbée, le fait qu'il puisse revenir, et on a hâte de le voir sur le Tour de France surtout. Il est fort, et quelle intelligence. La façon dont il est revenu sur Fernando Gaviria dans la 3e étape, sur sa victoire, c'était incroyable, quoi. Jusqu'au bout, on pense que Gaviria va l'emporter, et en fait lui il se met vraiment derrière lui, il prend l'aspiration jusqu'au dernier moment, et il le saute dans les 20 derniers mètres. C'était extrêmement impressionnant. Et je fais une petite parenthèse par rapport au Tour de Hongrie, mais vu qu'on parle de Tim Merlier et qu'on parlait en début d'émission de Paul Magnier, est-ce que pour le Tour de France on peut commencer à se poser des questions, même si théoriquement c'est Merlier qui est annoncé sur le Tour de France? Est-ce qu'à un moment, en fait, il ne pourrait pas y avoir un Magnier qui se pointe, ou... Merlier, il a déjà bouffé son pain noir avec Remco, autour duquel on faisait le projet. Maintenant, c'est bon, c'est pour lui. Il est quand même vraiment au top depuis plusieurs années. Magnier, il a gagné 2 étapes du Giro. Il a fait 3 étapes autour d'Algarve. Il a fait un printemps pourri. C'est quand même beaucoup plus un pari que Merlier, qui est une valeur... Merlier, c'est le présent, Magnier, c'est le futur sur qui on mise. Si c'est lui le leader, ça va être un séisme de magnitude 7 pour Tim Merlier. Il était bien, celui-là. C'est la semaine volante. Il calme aussi. Mais en fait, étonnamment, Merlier, qui est quand même depuis quelques années un des meilleurs sprinteurs du monde, il n'y a pas de doute là-dessus. Il n'a jamais été maillot vert, donc ça va clairement être l'ambition de son équipe cette année. Pas de doute que Magnier, il aura son tour dans les années qui vont venir. Hein. Il a prolongé Magnier. C'est le projet de la Soudal. Donc, c'est clairement c'est leur projet. On espère que ce sera la bonne pour Merlier, il le mériterait quand même. Le problème de Merlier, c'est quand même c'est un excellent sprinter, mais qui passe vraiment pas du tout les bosses. Et qu'en fait, à l'époque, quand on voyait Sagan, par exemple, il se faisait tous ses Tours de France un peu en mode échappé, je prends les points. Et si, imaginons, il y a un match entre Merlier et Philipsen, il y a moyen de durcir et de faire sauter Merlier et que Philipsen soit encore là et qu'il prenne un maximum de points. Et donc ça, c'est quand même toujours une carte qui, sur les 3 semaines, peut coûter cher. C'est vrai que ça dépend d'un parcours à l'autre aussi. Après, l'an passé, c'est Milan qui a été maillot vert. Donc, Comme quoi, tout est possible dans la vie. Parce que Philipsen a chuté aussi, mais c'est vrai. Tant que ça mais je dirais dans le sens profil, Milan, Merlier, bien sûr. On est quand même sur le même type de sprinter, quoi. Ok, on referme la petite parenthèse
Merlier et Magnier. Et pour revenir à ce Tour de Hongrie qui était complètement hallucinant, avec un chevreuil qui nous a fait la glissade de sa vie et une tête de peloton qui a maîtrisé à la Van der Poel pour l'éviter, et surtout après une 4e étape complètement hallucinante avec une météo catastrophique, une étape qui était raccourcie d'environ 40 km, des pluies, des chutes, un final neutralisé. Max, t'as regardé cette étape ? Ouais, c'est ce qui était assez étonnant, donc c'est qu'ils ont décidé de raccourcir l'étape après de nombreuses chutes assez impressionnantes. Donc bon, là pour le coup, je pense que c'était une décision logique pour la sécurité des coureurs. Mais donc ce qui était étonnant, c'est qu'ils ont raccourci l'étape, mais sans geler le classement général. Et donc c'est Söderqvist qui était dans l'échappée, qui a remporté l'étape et le classement général final grâce à ça, alors que UAE était en contrôle derrière avec Cosnefroy qui était le grand favori. Donc soupe à la grimace chez UAE. Ouais, et bingo pour Lidl Trek qui empoche. Ça s'est enfin mis pour eux. Ouais, clairement. Et après, je veux dire, dans ces cas-là, le fait qu'on raccourcisse l'étape, on l'avait déjà vu, je pense, sur la Vuelta. Je me demande, c'est pas il y a 1 an ou 2, une étape que Bernal avait remportée, qui avait aussi été raccourcie. Dans ce cas-là, on récompense les coureurs qui sont devant, donc aucun problème avec ça. C'est vrai que sur le général, c'est quand même délicat. C'est une autre influence. Et on continue avec les courses qu'on veut mettre en avant. Et je vois que Max, tu lèves le doigt. Ouais, je voulais mettre en avant une course en particulier, c'est le Trobro-Léon. Je ne sais pas si, j'imagine que vous connaissez autour de la table. Avec mes 3 bros, ouais. Bien sûr, mais je ne sais pas si vous avez vu l'édition cette année. Donc le Trobro-Léon, pour ceux qui ne connaissent pas, on l'appelle le Paris-Roubaix breton. Donc on a vraiment au lieu d'avoir des secteurs pavés, on a vraiment des secteurs de chemins de terre en fait, qui ont un nom particulier qu'on appelle le Ribinou, qui sont les chemins de terre et qui sont assez chouettes. C'est une course très chouette à regarder parce qu'on passe vraiment dans des petits chemins entre les fermes, etc., au milieu de la campagne. Et donc ici, en plus d'être une très chouette course à regarder, je veux dire en termes de paysage et d'animation, bon, c'est une course qui est très prisée des coureurs français, des équipes françaises. Et là, il y a une petite surprise puisque c'est un Italien qui a gagné. C'est Fiorelli, coureur de 31 ans de la Visma. Clairement pas le plus connu de la Visma. Et c'était vraiment ça va faire plaisir à Emile, mais un coup de génie de la Visma. Où ils étaient à 3 coureurs. Donc il y avait Hagenes qu'on a vu sur les Flandriennes, très en forme. Ouais. Axel Zingle, qui est un très bon coureur aussi de la Visma, français pour le coup. Et donc au fur et à mesure ils ont attaqué et ils ont vraiment réussi à faire déjouer tous les outsiders français. Donc très belle surprise pour Fiorelli qui a gagné en solitaire. Vraiment une très chouette course à regarder et encore un très beau coup de la Visma. Arnaud Delisle avait gagné en 2024. Ouais, exactement. Regardez en commentaire breton et tout, parce qu'ils rigolent pas. C'est vraiment c'est le bazar du coin. Ils aiment beaucoup le vélo et la particularité, c'est que le gagnant, vous savez ce qu'il remporte ? Oui, un animal, un cochon. Ouais. Pareil qu'un cochon. Sauf qu'Arnaud, il a dit j'en ai déjà 120 à la maison, garde ton cochon. Et le deuxième, il repart avec un cochon en bois, je crois. Ah, c'est vrai ? Ouais. Voilà. C'est mythique. Il y a du folklore, il y a du niveau, il y a du folklore, tout ce qu'on aime. Magnifique. L'an prochain, on fait un live du Trobro-Léon. Ouais, c'est pas impossible, le Paris. C'est vrai que quand je vois Cosnefroy, Lapera, c'est quand même des belles. Il a fait tomber le Fiorelli là. Mais c'est des malins à la Visma, putain. Et pour terminer cette émission, je vous propose qu'on fasse un petit tour sur le marché des transferts. Théo. On a annoncé Maury Van Sevenen qui va passer de la Quick Step à la Lotto. Ça, c'est déjà un transfert hyper intéressant. Là, je trouve que pour une fois, la Lotto prend un chouette coureur. Et je suis assez étonné d'ailleurs de son départ de la Quick Step. Mais je me questionnais un petit peu sur le projet pour lui à la Quick Step. Voilà, je comprends qu'il parte à la Lotto. Il va devenir certainement un vrai leader. Il va enfin pouvoir jouer sa carte personnelle et essayer d'en choper une belle. Un autre gros transfert confirmé, c'est Mauro Schmid, qui va aller dans l'équipe Pinarello Q36.5 avec un très gros salaire, un très gros contrat apparemment.
Et là, on est aussi clairement dans la même logique que le transfert de Arnaud Delis, en fait. Hein. C'est-à-dire que Schmidt, c'est un des coureurs cette année qui a rapporté le plus de points. Ouais. Il a été très régulier sur les Ardennaises et sur toute une série de courses. Donc ça, c'est clairement un gros transfert. Il y a Tom Crabb aussi qui va rejoindre la Q 64.12. Ah oui, c'est officiel ça? Ouais, c'est officiel. C'est quasiment officiel. Okay. T'as des infos. J'ai mes petits oiseaux, je vous le donne en exclusivité. C'est une exclusivité, passe-moi le bike. Tom Crabb va rejoindre la Q 42.4. Excellent. Non, mais, ça, c'est cool parce que c'est un jeune Belge. J'ai eu l'occasion de parler. On a hâte de le voir. Ouais, super sprint. Ouais, on a hâte de le voir à un échelon supérieur. Je l'attendais même un petit peu plus haut que dans une équipe. Et un autre gros transfert, mais on est un peu dans le même style, plutôt en termes d'équipier de luxe, c'est Sivakov qui va passer de UAE à Decathlon, hein, donc pour encadrer Sexas. Ils se renforcent. Hein. Ouais, il n'y a rien à faire. Ouais. Eux, ils commencent aussi à allonger pour entourer Sexas Ouais, complètement. et atteindre l'objectif ultime. Hein. Non, ça c'est clair. L'élu. Là-bas, ils ont le budget, ils ont le leader. Maintenant, il n'y a plus qu'à mettre l'équipe autour. Ouais. Sinon, il va se tirer. Donc, il faut absolument construire rapidement. Puis je pense qu'un des coureurs qui est le plus regardé aussi sur le marché des transferts, c'est Lennart Van Het Veld, hein, qui cartonne donc sur le Giro. Ouais. Et qui, J'ai cru que qui- tu allais qui dire est en fin de les contrat. Nertegueul. Ouais, j'allais dire, c'est souvent Mais le ça, pauvre, ça, tout le monde se l'arrache, mais de la tarteletta, il n'y en aura pas pour tout le monde. hein. Allez les gars, super, très belle émission. On se retrouve en fin de Giro pour faire un peu le topo de ce premier grand tour. Et on vous dit à... je sais pas comment on dit à bientôt en italien. Ciao ciao, évidemment. Arrivederci. Ciao tutti. Salut.